Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. La prochaine célébration de l'indépendance en Côte d'Ivoire est une aubaine pour libérer les prisonniers. C'est ce que pense Henri Konan Bédié. Il le demande au chef de l'État. Du renfort pour l'armée mozambicaine face au djihadisme. L'Afrique du Sud envoie 1500 soldats à Pemba. Cyril Ramaphosa remanie son gouvernement. 10 nouveaux font leur entrée. Parmi les remerciés, le ministre de la Santé accusé de corruption. Heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. En Côte d'Ivoire, l'ancien président et chef de l'opposition, Henri Konan Bédié, a écrit une lettre au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour lui demander la libération générale des prisonniers, et ce à l'occasion de la fête de l'indépendance qui aura lieu samedi prochain. Suivant. L'évolution de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire montre que le moment est venu de se parler et de se réconcilier. La célébration de la fête de l'indépendance le 7 août prochain offre le cadre idéal pour se surpasser dans le sens du pardon, a écrit l'ex-président Henri Konan Bédié dans une lettre qu'il a adressée au président Alassane Ouattara. C'est pourquoi je demande de prendre le leadership du processus de réconciliation par la libération générale des prisonniers des crises sociales que nous avons subies, ajoute-t-il. Cette demande a également été faite par un autre ancien président, Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale fin mars. Il avait abordé cette question lors de sa rencontre le 27 juillet dernier avec Alassane Ouattara, la première depuis la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts, lui transmettant une liste de 110 détenus qualifiés de politiques. Dans cette liste figurent à la fois des personnes arrêtées après la crise de 2010-2011, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la dernière campagne présidentielle et en juin dernier, en marge du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, incarcéré pour outrage au tribunal en juillet dernier, a été hospitalisé ce vendredi. Son hospitalisation intervient moins d'une semaine seulement avant la reprise de son procès dans une affaire de corruption. C'est dans un communiqué que le département des services correctionnels a confirmé que l'ancien président Jacob Zuma a été admis ce vendredi dans un hôpital à l'extérieur pour être placé sous observation médicale. Cette hospitalisation intervient alors qu'il doit assister à la reprise de son procès pour corruption le 10 août prochain. Aucune raison n'a été donnée pour l'hospitalisation de vendredi, si ce n'est qu'elle se justifiait par une observation de routine. Après de multiples reports et rebondissements, s'étalant désormais sur des décennies, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liées à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Il est accusé d'avoir empoché plus de 4 millions de rand, soit 235 000 € au taux actuel, notamment de Thales qui était une des entreprises attributaires du juteux contrat d'une valeur globale d'environ 2,8 milliards d'euros. Le géant français de la défense est également poursuivi pour corruption et blanchiment. Jacob Zuma comme Thales ont toujours nié ces accusations. Dans une autre affaire, Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison fin juin pour avoir ignoré les convocations d'une commission enquêtant sur la corruption de l'État sous sa présidence de 2009 à 2019. Il a commencé à purger sa peine le 8 juillet à la prison d'Escourte dans l'est du pays.
Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé jeudi un important remaniement gouvernemental avec des nouveaux ministres, notamment à la défense, aux finances et à la santé. La santé dont le titulaire est accusé de corruption. D'importants changements ont été opérés par le président Ramaphosa au sein du gouvernement. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, 65 ans, médecin de formation largement salué pour sa réactivité face au Covid, avait été placé en congé spécial début juillet suite à l'ouverture d'une enquête pour corruption visant 2 de ses proches au ministère, dans le cadre d'un contrat public pour lutter contre la pandémie. Le président a précisé dans une allocution télévisée que Mkhize avait demandé de quitter son poste pour apporter de la stabilité à cette fonction importante. Aux finances, Tito Mboweni cède sa place après avoir navigué à travers une période économique particulièrement difficile, a déclaré le président. Dans la foulée des violences terribles, incendies criminels et pillages qui ont secoué le pays mi-juillet, Ramaphosa supprime le ministère de la Sécurité de l'État, rattachant directement cette responsabilité à la présidence. Alors que la défaillance du renseignement a été sévèrement critiquée par l'opposition et de nombreux médias, il a expliqué vouloir que les services de renseignement intérieur et extérieur permettent au président d'exercer plus facilement sa responsabilité de protéger la sécurité et l'intégrité de la nation. Nosiviwe Mapisa Nkakula, qui était ministre de la Défense depuis 2012, sera prochainement déployé vers un nouveau poste, a encore annoncé le président, sans autre précision. Si l'importance du remaniement surprend, le départ de Mkhize à la santé, suspendu depuis début juin, était attendu. Des critiques croissantes reprochaient au président son inertie ou son impuissance, alors qu'il avait promis au début de son mandat en 2018 qu'il ne serait pas tendre avec la corruption. Et parlant de l'Afrique du Sud, le pays a déployé près de 1500 militaires à Pemba, dans le nord du Mozambique. C'est pour combattre les djihadistes qui terrorisent depuis plus de 3 ans le nord-est de ce pays voisin, riche en gaz naturel. C'est ce qu'a annoncé le Parlement sud-africain. L'Afrique du Sud va envoyer 1495 militaires au Mozambique pour combattre les djihadistes qui terrorisent depuis plus de 3 ans le nord-est de ce pays voisin riche en gaz naturel, a annoncé mercredi le Parlement sud-africain. Le déploiement des forces sud-africaines fait suite à l'annonce en juin par la communauté de développement de l'Afrique australe de l'envoi d'une mission de sa force d'attente au Mozambique pour faire face aux attaques qui ont fait plus de 3000 morts. Cette opération devrait coûter à l'Afrique du Sud plus de 984 millions de rands, soit environ 56 millions d'euros selon le communiqué. Des groupes djihadistes connus localement sous le nom d'Al-Shabaab font régner la terreur depuis fin 2017 dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie, riche en gaz naturel mais à la population très pauvre. L'Assemblée nationale angolaise a approuvé mardi le déploiement à compter du 6 août de 20 personnels militaires dans le cadre de la mission de la SADC, et le Botswana a envoyé des troupes lundi. Hors de la région, un autre pays africain, le Rwanda, s'est engagé le 9 juillet à déployer 1 millier de soldats au Mozambique. Le président mozambicain Philippe Nyusi, lui-même ancien ministre de la Défense qui se montrait jusqu'à récemment réticent à toute aide militaire étrangère, a salué cette mobilisation lors d'une allocution télévisée dimanche. Ces contingents étrangers vont aider les forces mozambicaines à rétablir la paix et la stabilité, a-t-il assuré, estimant que le pays ne devrait pas être seul dans la lutte contre le terrorisme. Le 24 mars, une attaque surprise d'ampleur contre la ville portuaire de Palma qui a fait des dizaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés a particulièrement inquiété la communauté internationale. En Tanzanie à présent, la police anti-émeute a interpellé plusieurs partisans du leader de l'opposition Freeman Mbowe devant un tribunal de Dar es Salaam où une audience pour terrorisme contre lui a été reportée. Président du principal parti d'opposition, le Chadema, Freeman Mbowe a été arrêté fin juillet avec d'autres figures de cette formation à Mwanza, une ville du nord-ouest, où il prévoyait un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Suivant l'avocat de Freeman Mbowe pour plus de précisions. Freeman Mbowe est un personnage public. C'est un leader politique et l'un des principaux partis d'opposition du pays. Vous ne pouvez donc pas mener une affaire devant un tribunal de manière équitable, honnête et transparente en excluant ses partisans. Nous ne savons pas ce qui a réellement poussé la police à agir aujourd'hui,
mais nous n'avons malheureusement aucun contrôle sur son professionnalisme et son efficacité. Nous sommes très attristés par l'usage massif de la force et inutile, si je puis dire. À leurs yeux, Mbowe fait l'objet d'accusations motivées politiquement. L'expression pacifique de cette opinion ne peut en aucun cas être considérée comme une infraction. Comme je l'ai dit, tout ce que nous pouvons faire à présent est de veiller à ce que les partisans de M. Mbowe soient correctement défendus, aussi bien en garde à vue qu'au tribunal. Son état de santé n'est pas parfait, comme vous pouvez l'imaginer, dans une cellule, surtout en Tanzanie. Mais il va bien et il est fort spirituellement et mentalement. Ces poursuites sont absolument délirantes et n'ont pas de base juridique. Elles sont opportunistes et probablement motivées politiquement. Mais comme je l'ai dit, nous devons le prouver devant le tribunal. Le second tour de la présidentielle à Sao Tomé et Principe, petit archipel du golfe de Guinée, prévu le 8 août, a été repoussé au 29 août. Selon le président de la commission électorale, ce report fait suite à un recours déposé par l'un des candidats suivants. Le tribunal constitutionnel vient de valider les résultats du premier tour, ce qui laisse peu de temps pour organiser le deuxième tour le 8 août, a déclaré Fernando Makengo, président de la Commission électorale nationale, précisant que l'élection aura donc lieu le 29 août. Carlos Villanova, le principal parti de l'opposition, l'Action indépendante démocratique, est arrivé en tête au premier tour le 18 juillet avec 43,3% des suffrages et affrontera lors du second tour Guilherme Pocer da Costa, du parti de la coalition gouvernementale, le mouvement pour la libération de Sao Tomé-Principe, arrivé en deuxième position avec 20,7% des voix. Le président de l'Assemblée nationale, dont le parti de la convergence démocratique appartient lui aussi à la coalition gouvernementale, était arrivé en troisième position et avait dénoncé des fraudes. Et il avait déposé un recours devant un tribunal constitutionnel dont il a finalement été débouté. Dans ce pays de quelques 210 000 habitants, colonie portugaise jusqu'en 1975, le président élu pour 5 ans n'a qu'un rôle honorifique de représentation et de promulgation des textes, l'essentiel du pouvoir exécutif dans ce régime parlementaire revenant au Premier ministre. L'île est considérée comme l'un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique. L'archipel figure au 135e rang mondial sur quelques 190 pays dans le dernier classement de l'ONU pour l'indice de développement humain. En 2017, les 2/3 de la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de SICA TV.